Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Caroline Dickinson est tuée dans la nuit du 18 juillet 1996 dans une auberge de jeunesse à Pleine Fougère. Il faudra 4 ans et demi pour que l'auteur de son meurtre soit retrouvé aux États-Unis. C'est grâce à son ADN que l'homme sera confondu et qu'il finira par reconnaître l'avoir agressée dans sa chambre alors qu'elle était entourée de 4 autres camarades. Son papa, John Dickinson, mettra tout en œuvre pour que le meurtre de sa fille ne reste pas impuni. Et c'est l'ADN qui sera prépondérant dans l'affaire. Retour sur le meurtre résolu de Caroline Dickinson. Caroline Dickinson a 13 ans. Elle naît à Plymouth le 7 octobre 1982 et décède à Pleine Fougère le 18 juillet 1996. C'est une adolescente heureuse, enthousiaste, qui aime la poésie et les animaux. Avec sa classe, elle est en France pour un petit séjour linguistique avec 40 camarades. Ils arrivent ensemble le 14 juillet 1996 et assistent au feu d'artifice de Saint-Malo. Le 17 juillet, ils visitent Pontorso, un petit village non loin de Pleine Fougère. Et l'après-midi, certains vont à la plage, mais Caroline reste avec d'autres dans l'auberge de Pleine Fougère. La soirée se passe très bien, mais il fait très chaud, alors les fenêtres de l'auberge sont grandes ouvertes. Autour des 23h30 minuit, tout le monde va se coucher, mais certains discutent ensemble dans leur chambre. Caroline, elle, dort sur un matelas à même le sol, entourée de ses amis, car elle voulait rester avec elle dans leur chambre. Au petit matin, à 8h, le jeudi 18 juillet 1996, ses camarades de chambrée se réveillent et se rendent compte que Caroline ne bouge plus. Ils tentent de la réveiller, mais en vain. L'une d'entre elles va prendre le pouls de Caroline, se rendant compte que son corps est froid et que son cœur ne bat plus. Elles appellent donc à l'aide. Un des accompagnateurs se rend dans la chambre et pense au départ que Caroline a fait un simple malaise et déplace son corps pour la mettre en position latérale de sécurité. Et c'est là qu'il se rend compte qu'elle a une tache rouge étrange sur ses hanches. Il appelle donc une infirmière, puis un médecin. Ce médecin constatera le décès de Caroline et que celui-ci n'a rien de naturel, car pour lui, il en est sûr, Caroline a été agressée et asphyxiée dans sa chambre. Les gendarmes sont appelés. Vers 9h, 9h30, ils sont sur place. L'enquête commence. Les gendarmes sont donc sur place très très vite et inspectent les alentours. Selon le médecin légiste, Caroline décède entre 4h30 et 4h45 du matin. Son estomac est complètement vide. Elle a donc le temps de digérer son repas. Il auditionne ses camarades de chambre qui semblent ne pas avoir été réveillés de la nuit. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, car une va témoigner. Je la cite : « Dans la nuit, je me suis réveillée vers 3h. J'ai entendu quelqu'un qui respirait avec difficulté. J'ai été réveillée par des bruits. Ça faisait comme si ça tapait sur quelque chose. J'ai vu Caroline qui bougeait. Elle secouait les jambes de manière assez énergique. J'ai pensé qu'elle rêvait, qu'elle faisait un gros cauchemar. » À proximité du corps de Caroline, les gendarmes découvrent des morceaux de ouate ayant servi à l'étouffer. Ils trouvent aussi un élément déterminant sur le corps de Caroline, du sperme sur sa cuisse et sa culotte. Une empreinte génétique est donc retrouvée sur la scène du crime. Cet ADN est en premier lieu comparé à tous les hommes de l'auberge, car il n'y avait pas que l'école qui logeait ici. Il y avait un couple de touristes et des motards. L'enquête est sous pression. L'hypermédiatisation de l'affaire génère une énorme pression sur la justice française et les gendarmes. L'Angleterre veut un nom, et vite. À peine quelques jours après le meurtre de Caroline,
un marginal, un SDF, Patrice Padet, est interpellé le 20 juillet. Il fait du stop près de Sourdeval. Il est placé en garde à vue à 18h30 ce jour-là. L'homme a un profil parfait. Il est aperçu rôdant près de l'auberge par plusieurs témoins. En 1984, il fait 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, pour agression sexuelle. Mais depuis, il ne fait plus parler de lui. Après 43 heures de garde à vue et de questions, il avoue avoir tué Caroline. Et il est mis en examen. Le 23 juillet, la justice française, au travers d'une conférence de presse, déclare que le coupable a été arrêté et qu'il a avoué les faits. Mais la comparaison ADN n'a pas encore donné de résultat, car il faut plusieurs jours en France à l'époque pour que les résultats arrivent. Environ une semaine. Et le 30 juillet, les gendarmes, la presse, tout le monde apprend qu'ils ne tiennent pas le coupable. Patrice Padet est relâché le 7 août. Alors pourquoi a-t-il avoué ? Patrice Padet a avoué pour une simple raison. Il en avait simplement marre qu'on lui rabâche les mêmes questions pendant 43 heures. Et pour son avocat, les gendarmes n'ont pas tenu compte de son alibi, qui semble très solide, car 2 personnes l'ont vu ce soir-là, à Ducé, une grand-mère qui va lui donner un peu d'argent et un curé qui va le prendre en stop. Cet échec, la presse anglaise va en faire son chou gras pendant plusieurs jours. La justice française est pointée du doigt. L'enquête repart donc de zéro. Nous sommes maintenant le 11 octobre 1996. John Dickinson, le papa de Caroline, arrive en France avec son avocat et le député anglais aux affaires européennes. Il veut trouver le meurtrier de sa fille. Il contacte les journalistes à la recherche de nouveaux témoins. En mars 1997, il demande qu'une comparaison ADN soit faite avec tous les hommes de la région. Une chose qui est soit rare, soit qui n'a jamais été faite en France. Mais le juge en charge du dossier a refusé, car trop coûteux, entre 300 et 600 € par test ADN. Le 14 août, un nouveau juge est choisi pour instruire le dossier. Il s'appelle Renaud Van Rumeck et reprend l'affaire. Lui fera le test génétique. 400 ADN d'hommes de 15 à 35 ans sont comparés à l'ADN trouvé sur le corps de Caroline, sans résultat. 15 jours plus tard, ce sont les hommes de 35 à 60 ans qui sont testés, sans résultat non plus. En tout, il n'y aura que 3 ou 4 hommes qui ne se présenteront pas. Des recherches seront faites sur leur passif, mais rien de concluant. En 1998, le juge Van Rubeck va en Angleterre. Il écoute à nouveau le récit de ses camarades de chambre. Il découvre que les élèves ont vu un homme au comportement suspect près de l'auberge, quelques jours avant le meurtre ou quelques heures avant. Il n'y a pas que les élèves qui ont remarqué des choses étranges cette nuit-là. Certains touristes entendront des bruits de pas à l'intérieur ou à l'extérieur de l'auberge. D'autres verront un homme rôder en pleine nuit. À l'intérieur, un portrait robot est diffusé. 9000 personnes sont entendues. Certains ADN sont comparés, mais toujours rien. L'enquête s'enlise, mais continue. Et l'acharnement finit par payer. Les gendarmes découvrent qu'avant l'agression et le meurtre de Caroline, une tentative d'agression avait eu lieu dans une auberge de jeunesse à Saint-Lunaire, à quelques kilomètres à peine de Plaine Fougère. Quelques heures avant, une jeune fille va entendre un bruit, allumera la lumière et fera fuir un homme qu'elle ne pourra malheureusement pas décrire. À la suite de cette nouvelle agression, survenue quelques heures avant, les enquêteurs font une recherche plus large sur toutes les agressions ou tentatives d'intrusion en auberge de jeunesse au cours des 2 dernières années. Il y en a eu à Brest, à Saint-Brieuc, à Morlaix, à Saint-Malo et à d'autres. Mais ces agressions sont écartées par le juge. Pour lui, ce n'est pas forcément le même homme. Mais une liste est dressée. 95 suspects. Ils sont tous interpellés et leurs ADN sont comparés. Petit à petit, la liste diminue.
Il ne reste bientôt plus que 3 noms. Parmi ces 3 derniers hommes se trouve le coupable de la mort de Caroline. Un suspect, Francisco Ars Montes. De cette liste émerge un nom, celui de Francisco Ars Montes. L'homme de 54 ans est déjà connu des services de police. Il avait déjà tenté de s'introduire dans une auberge de jeunesse en 1994. Mais en 2001, l'homme a disparu des radars. Le 2 avril 2001 va marquer un tournant décisif dans l'affaire. Aux États-Unis, à Détroit, dans son aéroport, un policier de l'immigration lit la presse et tombe sur un article qui relate l'affaire. Le nouveau juge, Francis Debon, a parlé à la presse et donne le nom de l'homme suspecté dans le dossier. Mais que cette personne demeure cachée et qu'elle est recherchée activement. Curieux, le policier entre ce nom dans sa base de données. Après tout, Francisco Ars Montes pourrait très bien se cacher aux États-Unis. Et contre toute attente, il s'y trouve bien depuis des mois. L'homme est même en détention pour atteinte à la pudeur une nouvelle fois dans une auberge de jeunesse de Miami. Le policier prévient les gendarmes français qui demandent à faire une comparaison ADN. Le 14 avril 2001, l'ADN parle et démontre avec certitude que Francisco Ars Montes, 46 ans au moment de la mort de Caroline, est bel et bien celui qui l'a agressé et tué dans sa chambre. Le 20 novembre 2001, il est extradé en France et mis en examen pour le viol et le meurtre de la jeune Caroline Dickinson. Son procès débute le 7 juin 2004 à Rennes. Face à un jury populaire, l'homme reste muré dans son silence. Il nie avoir eu la volonté de tuer Caroline, tout en reconnaissant l'avoir agressée sexuellement. On en apprendra plus sur son parcours criminel et sur sa santé mentale. C'est en 1974 que tout commence, par une agression sur une voisine. S'ensuivront des cambriolages en Suisse. L'homme fut aussi incarcéré en Allemagne entre 1985 et 1989 pour des faits de viol à Brême, Tübingen et Fribourg-en-Brisgau, des agressions commises sur des autostoppeuses. Il est connu aussi aux Pays-Bas pour des faits d'agression sexuelle, mais je n'ai pas trouvé les dates. En France, en 1994, à la Croix-en-Touraine, il est arrêté en tentant de s'introduire dans une auberge de jeunesse, encore une fois, à Bléré, juste à côté de la Croix-en-Touraine. Mais faute de charges suffisantes, il est relâché. En Espagne, le 27 août 1997, il est arrêté, pris sur le fait, armé d'un couteau, sur le point d'agresser sexuellement une jeune fille. Il est placé en détention provisoire, mais de ce que j'ai pu en lire, il est parvenu à prendre la fuite et se réfugiera en Argentine, avec la part de son héritage, après le décès de son père en 1997. Il se réfugiera ensuite aux États-Unis, où il est finalement arrêté pour atteinte à la pudeur. Sur le plan psychiatrique, on apprendra qu'il avait fait plusieurs séjours en institution, pour divers TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Mais il était pleinement conscient de ses actes. Les TOC, c'est des névroses, et les névroses, on s'en rend compte. Il a volontairement placé un coton qui s'avéra être un coton anglais qui a servi à tuer Caroline. Ce coton, il l'a pris sur le lieu de la tentative d'agression de Saint-Lunaire, quelques heures avant donc. L'expert en identification criminelle, Thierry Lezeau, qui plus tard enquêtera sur la mort mystérieuse de Céline Guiboire, explique au jury comment un si petit morceau de tissu peut tuer. Il conclut que la mort de Caroline a été très rapide. Selon les avocats de Francisco, ce jour-là, il aurait bu du whisky et aurait pris des médicaments. Cette information sera transmise beaucoup plus tard au cours du procès. Francisco Ars Montes a un fils, qu'il a eu avec une Française rencontrée en 81. Je ne vous donnerai pas son nom car j'ai trouvé cette information sur Wikipédia et je ne suis pas vraiment sûre de sa fiabilité. En tout cas, il aurait rencontré cette Française aux Pays-Bas en 81 en rentrant par effraction dans sa chambre d'hôtel. Cette femme n'aurait pas crié, ne se serait pas débattue non plus.
Ils se seraient mis en couple quelque temps, et de cette union naquira un enfant, un fils qui avait 14 ans en 96. Cet enfant vivra avec sa mère à Vitré entre Rennes et Laval. Francisco n'a pas pu voir son fils ce jour-là, et triste, et peut-être un petit peu frustré, il aurait bu du whisky associé à des médicaments. Selon certains experts, l'homme est jugé suffisamment intelligent pour parler plusieurs langues et paraître présentable. Il ne ressemble pas du tout au portrait robot. Son véhicule non plus. Il a complètement changé de comportement et d'habit. Le 14 juin 2001, Francisco Arcmontes est condamné à 30 ans de détention, dont une peine de sûreté de 20 ans. L'appel le condamnera à la même peine de détention. Au cours de l'appel, il va s'excuser de son geste et demandera à se faire soigner, mais sans donner aucune explication à la famille. Les autorités espagnoles demanderont à la France de l'extrader en Espagne, dans le but de le mettre en accusation pour la tentative de viol commise le 27 août 1997 dans une station balnéaire des Asturies à Lannes. Francisco en fera aussi la demande afin de purger sa peine au plus près de ses proches. Mais, de ce que j'ai pu en lire au travers de plusieurs articles, ce transfert ne semble pas avoir eu lieu. L'homme restera donc incarcéré en France pour l'agression et le meurtre de Caroline et pour la tentative d'agression sexuelle en Espagne. Il ne devrait donc jamais sortir de prison en vie. Les obsèques de Caroline ont eu lieu le jeudi 25 juillet à Launceston. L'auberge Pleine Fougère remplace le numéro des chambres par des noms de fleurs et sera transformée plus tard en maison associative. Le meurtre de Caroline, bien que tragique, a été un tournant important en France en matière d'ADN, qui était assez balbutiement à l'époque. L'affaire aurait très bien pu ne jamais être résolue, sans l'acharnement de la famille de Caroline, les expertises en matière d'ADN et un peu de hasard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Prenez soin de vous et de vos proches, portez-vous bien et d'ici là, n'oubliez pas,